au village de l'économie sociale et solidaire. Ça fait 7 ans que ce village existe dans la fête, sur la fête, et il prend de plus en plus d'importance à chaque édition, donc on en est ravis. Et puis en plus, on cousine avec nos amis des Fab Labs, ce qui permet d'avoir des avancées entre les deux mondes sur les communs qui est assez sympa. Alors là, vous êtes à la fête de l'humanité qui ne tient que grâce à l'engagement citoyen d'un tas de gens. Donc, il me semblait intéressant et important déjà de le souligner et puis de faire entrer cette thématique dans la fête de l'humanité et débattre de l'engagement dans l'ESS, dans cet endroit-là. Alors, pourquoi? Parce que il y a un an, on a été avec l'Humanité, on a été partenaire d'un baromètre de l'état de la société française avec la MGEN. Et dans ce baromètre, il y avait quelque chose de très intéressant. C'est que parmi les institutions que les Français citaient comme institutions qui leur tenaient à cœur et pour lesquelles ils n'avaient pas une aversion, il n'y avait que des institutions liées à l'économie sociale et solidaire. Il y avait les associations qu'ils citaient comme institutions de la société civile qui leur importaient. Il y avait les mutuelles aussi, parce que les mutuelles étaient ciblées, étaient bien identifiées comme un acteur de santé primordial pour la santé des Français. Il y avait aussi les coopératives pour l'engagement des salariés pour leur outil de travail et dans leur travail. Donc c'est quelque chose qui nous a un peu titillé. En même temps, on voit que dans les chiffres donc de l'engagement, alors le bénévolat, le don des Français que les Français peuvent faire aux structures de l'ESS, associations ou fondations, on est toujours dans des chiffres qui augmentent malgré quelques mesures gouvernementales qui peuvent être un peu mettre à bas cette dynamique. Mais donc côté engagement faire, côté engagement donner des sous ou donner de son temps, il y a de plus en plus de monde. Et puis il y a aussi de plus en plus de coopératives avec de plus en plus de salariés. Là aussi, tous les ans, les scopes communiquent sur ces chiffres qui sont toujours en hausse. Donc voilà, il y a un phénomène dans l'économie sociale et solidaire qu'on ne retrouve pas ou qu'on ne retrouve plus dans d'autres institutions de la société civile, dans les partis politiques par exemple, qui dans ce baromètre MGEN Solidaris était largement rejeté, mais même aussi dans les syndicats qui aussi avaient une crise de vocation, devaient subir une crise de vocation. Donc voilà, voilà pourquoi moi j'ai souhaité mettre cette thématique de l'engagement dans l'ESS au programme de cette fête-là. D'autant plus que bon, si ça a l'air tout rose comme ça, il y a quand même des problèmes qui se posent aux différentes familles de l'ESS qui sont représentées ici sur comment on fait pour intégrer les gens mieux, comment on fait pour intégrer les bénévoles, ceux qui veulent s'engager sur des actions précises. Il y a une soif d'engagement, comment on fait pour les capter? Et ça, c'est pas si facile que ça. C'est pour ça que j'ai invité à ce débat toutes les familles de l'économie sociale et solidaire, enfin tous les secteurs. Je sais pas, famille, ça fait un peu mafieux, donc on va peut-être parler plutôt de secteur. Donc, à mes côtés, il y a Philippe Jachan, qui est le président du mouvement associatif, donc qui est chargé de représenter toutes les associations auprès de leurs interlocuteurs, y compris le pouvoir public. Et surtout, peut-être, en ce moment, auprès des pouvoirs publics. Nous avons Stéphanie Suarez qui est à la Mutualité de France et qui, justement, est dans cette grande maison avec ses 32 millions d'adhérents couverts par les mutuelles.
son dossier, c'est vraiment l'engagement dans le mouvement mutualiste, qui est un mouvement social. On a peut-être tendance à l'oublier, mais c'est d'abord et avant tout un mouvement social. À côté d'elle, nous avons Vincent Javicoli, qui représente l'Union régionale des SCOP, donc des sociétés coopératives anciennement ouvrières, mais maintenant on dit comment déjà, participatives, voilà, les coopératives participatives, donc qui ont le vent en poupe, et notamment dans la grande région de l'URSCOP qui est Île-de-France, Centre et voilà, c'est ça. Donc c'est assez loin, c'est assez étendu. Et puis nous avons à côté, en face de moi, Laurent de Verdière, qui est le président de la Solidarité Nouvelle pour les logements, qui a son stand là. Donc je vous invite à aller rencontrer tous ces acteurs. Alors moi je l'ai invité parce que je trouve que c'est un très bon exemple d'engagement dans le mouvement associatif. Et peut-être que je vais commencer par lui déjà, parce que c'est un acteur de terrain qui pour le moment, qui est parti d'une idée il y a 30 ans et qui maintenant devient une association référente sur Paris et peut essaimer ailleurs. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer le parcours de la SNL qui est assez éclairant sur les modes d'engagement dans le milieu associatif? Bonjour. Alors, Solidarité Nouvelle pour le logement, SNL, est une association qui a été créée il y a maintenant 30 ans par quelques personnes, quelques amis, qui étaient désespérés de voir au pas de leur porte des SDF, les mêmes d'une année sur l'autre, sans qu'ils sentent qu'il y ait quelque chose qui soit fait. Et ils ont eu l'envie et ils ont eu l'idée de créer des logements pour justement ces personnes en situation de grande précarité, des logements d'insertion. Et donc ça a commencé par vraiment une poignée de personnes qui ont acheté un logement en mettant leur argent en commun et en appelant aussi leurs amis à se joindre à eux pour le financement de ce logement. Et aujourd'hui, l'association a 1000 logements, 1000 bénévoles, 70 salariés, est présente dans plusieurs départements d'Île-de-France, presque tous. Et donc l'association s'est évidemment structurée à partir de cette initiative qui était vraiment personnelle des fondateurs. Elle s'est structurée. Elle a continué à être une association vraiment s'appuyant sur des bénévoles pour une proximité avec un projet de lien social pour insérer les personnes accueillies dans les logements qui sont de véritables locataires qui payent un loyer. Et elle a donc aussi professionnalisé ses missions compte tenu du fait que l'objectif de ces logements d'insertion est de trouver pour les personnes logées un logement au bout de 2 ou 3 ans qui soit un logement pérenne, un logement durable, avec toutes les obligations du locataire que évidemment les personnes initialement accueillies dans un logement d'insertion ne sont pas capables de tenir. Alors comment c'est possible? C'est possible parce que les professionnels de l'accompagnement social peuvent suivre, constituer des dossiers administratifs dans un environnement qui est complexe et qui le devient de plus en plus. Et c'est possible parce que des bénévoles dans chaque arrondissement à Paris ou dans chaque ville dans l'Île-de-France, des bénévoles se réunissent et accompagnent les locataires accueillis dans ces logements. Ces bénévoles sont souvent des bénévoles accompagnateurs. C'est-à-dire qu'ils sont là avant tout pour être présents auprès des locataires qui arrivent dans un logement et ensuite pour construire le parcours avec le locataire, un parcours d'insertion. Le seul fait d'être présent, que les locataires sachent que quelqu'un est là pour éventuellement répondre à des interrogations
qui peuvent être très pratiques. Le logement, c'est compliqué pour tout le monde. Entretenir son logement, c'est compliqué pour tout le monde. Avoir leur relation avec le bailleur, c'est compliqué pour tout le monde. Donc, ces bénévoles sont là vraiment pour le lien de proximité. Et les salariés sont là pour des parties plus complexes, plus techniques, dans la création des logements, pour mobiliser des financements, puisque maintenant, il est devenu vraiment impossible, compte tenu de l'évolution des prix depuis 30 ans, il est devenu impossible de financer par seulement des dons de donateurs. Donc, monter des dossiers de financement, et puis aussi monter les dossiers de relogement, une fois les locataires étant capables de gérer leur quotidien dans le logement, au bout d'un certain temps, en général 2-3 ans, on présente un dossier de candidature pour un logement, en général un logement social, et ainsi plus de 90% de nos locataires deviennent des locataires à part entière chez un bailleur, et donc stabilisent leur situation de logement, mais aussi pour beaucoup d'autres aspects de leur vie. Beaucoup de choses sont liées au logement. Donc l'engagement de tous ceux qui ont participé, aujourd'hui il y a 1000 bénévoles, 70 salariés, l'engagement évidemment est fondamental dans la réussite de ce projet. L'objectif de créer un lien de proximité, de créer du lien social n'est possible que parce que les personnes sont engagées et de façon forte, puisque quand on est face à quelqu'un qui a passé des années dans la rue, bon, c'est un engagement qui peut être fort, mais c'est aussi un engagement qui peut être très variable, parce qu'on peut très bien s'investir dans l'association à des niveaux sur des responsabilités très différentes, qui ne sont pas nécessairement de l'accompagnement social, mais tout ce que peut avoir une entreprise comme besoin pour son fonctionnement. Il y a des compétences qui peuvent être fournies par des bénévoles de différentes natures. C'est-à-dire que pendant ces 30 ans, vous avez dû faire face, accompagner votre projet qui est vraiment proposer à des gens d'habiter un quartier, et c'est pas que du logement, c'est habiter le quartier. Et vous avez dû proposer donc à ceux qui voulaient vous rejoindre et à fortifier votre projet, vous avez dû leur proposer des modes d'intervention différentes. Tout à fait. Alors, le projet, c'est vraiment habiter. Parce qu'on pourrait se dire que la nécessité, c'est d'être à l'abri. La nécessité pour des personnes dans la rue, c'est d'être à l'abri. On pourrait se dire que la nécessité, c'est d'être hébergé. En fait, non. La nécessité sur le long terme pour tout être humain, c'est d'habiter l'endroit où il vit. Et habiter n'est possible que quand on a un vrai logement avec une perspective durable d'y résider. Et quand on a les liens autour de soi, des liens de voisins. Et ce n'est pas toujours facile quand tout a été coupé dans un parcours de vie, tout a été coupé, ce n'est pas facile de recréer du lien par soi-même. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir intervenir avec des équipes de bénévoles qui proposent des activités qui peuvent être des activités aussi bien pratiques autour de la compétence du logement, de habiter son logement, que des activités culturelles, des événements sociaux, des événements qui fait que les gens se sentent appartenir à une communauté de voisins bienveillants les uns envers les autres. Merci pour votre exemple. Alors, donc Philippe Jachan, puisque nous sommes dans le monde associatif, ou dans le mouvement associatif, est-ce que vous vous y retrouvez dans cet exemple? Est-ce qu'il est exemplaire justement de ce qui se passe dans le mouvement associatif? Quelles sont finalement comment définiriez-vous les formes d'engagement? Alors, il est tout à fait exemplaire de ce que autour de centaines ou de milliers d'associations en France on a pu vivre, même si on regarde de manière un peu rétrospective un certain nombre d'expériences vécues au travers de l'engagement d'abord de quelques citoyens, c'est-à-dire comme dans le cas ici présenté, qui se sont saisis d'une cause d'intérêt général et qui, à travers cette cause et cette mobilisation d'initiatives citoyennes, je vais l'appeler comme ça, ont déployé des solutions qui finalement transforment et la vie publique et
parfois et très souvent les politiques publiques. Donc c'est essentiel. Si on regarde, tout le monde connaît Téléthon aujourd'hui. Bon, l'histoire du Téléthon, c'est l'histoire d'abord de quelques parents d'enfants touchés par des maladies génétiques et qui, face à l'absence de réponse, que ce soit du côté des pouvoirs publics ou de la médecine, se sont saisis de cette cause par eux-mêmes. Et au travers de cette mobilisation initiale, on voit ce que ça a donné en termes de mouvement aujourd'hui qui a transformé la médecine génétique à l'arrivée. Donc c'est structurel et c'est fondamental et c'est évidemment quelque chose qui nous amène à continuer à promouvoir tout ce qui peut faciliter l'engagement dans le pays, l'engagement des citoyens et leur permettre de le faire. Vous êtes parti du sondage qui avait été fait effectivement par la MGN et Solidaris autour de cette finalement confiance des citoyens accordée notamment au monde associatif. Plus que, vous avez dit, les syndicats ou les partis politiques. Moi, je vais peut-être repartir de ça pour dire aujourd'hui la vitalité de l'engagement et la manière dont elle se situe. L'interprétation qu'on a pu en faire, quand on regarde aussi les différentes élections aux échéances électorales qui se déroulent année après année, c'est qu'on est face à dans une période ou dans un contexte où on a le sentiment que le citoyen électeur, d'une certaine façon, a quelques doutes sur le fait que son bulletin de vote va être un élément de transformation sociale ou sociétale. Je ne dis pas qu'il faut abandonner cette voie-là, mais on sent bien qu'il y a un doute aujourd'hui par rapport aux institutions, par rapport aux modalités d'engagement, on va dire, démocratique par le vote. Le sentiment aussi que le citoyen que je vais qualifier de travailleur, c'est-à-dire dans son entreprise au quotidien, a un doute aussi sur sa capacité à transformer son outil de travail ou l'entreprise dans laquelle il est. Et il y a beaucoup d'éléments, moi que je qualifierais, enfin d'analyse d'une certaine désespérance par rapport à ces canaux traditionnels qui font qu'il y a à l'inverse beaucoup d'appétence pour d'autres formes d'engagement où les citoyens se prennent par eux-mêmes d'une certaine manière en charge et réinvestissent finalement, et ce serait une des définitions moi, que je donnerais, ce qui est la continuité de l'exercice de sa citoyenneté, donc l'engagement et l'accomplissement de soi dans la cité par l'engagement associatif, effectivement, qui se fait le plus souvent dans ce cadre-là. Et je vais en dire un dernier mot de ce point de vue-là. C'est que ce qui est essentiel pour nous, parce qu'on parle aujourd'hui des différentes formes d'engagement, et on est dans une période où l'engagement se démultiplie sous différentes formes. Pour nous, mouvement associatif, l'enjeu aujourd'hui, c'est que cette envie d'engagement qui est réelle et qui continue de s'accroître, mais qui cherche de nouveaux espaces pour le faire, nous plaidons pour que les conditions soient faites pour que de l'envie d'engagement individuel puisse se transformer dans des espaces d'engagement collectif. Et finalement, c'est ça qui définit le fait associatif, c'est qu'il ne suffit pas d'être un citoyen qui souhaite s'engager. Ce qui est important, si on veut faire du lien social, si on veut faire de la transformation, que l'engagement, qu'on puisse passer de la séquence de l'engagement individuel à l'engagement collectif. Et donc pour ça, effectivement, le secteur associatif traditionnel, on va dire, a une responsabilité aujourd'hui éminente, qui est de savoir capter les envies d'engagement des citoyens, qui sont réelles, pour leur faire place aussi dans les structures associatives et permettre aux structures associatives de les accueillir et qu'elles soient transformées elles-mêmes par cette envie d'engagement. Parce que, alors, le collectif ici, on voit ce que c'est. Est-ce que vous n'avez pas aussi, dans cette soif d'engagement, un petit souci vis-à-vis d'un comportement un peu consommateur dans l'engagement? Est-ce que vous devez faire face à ça? C'est-à-dire à un manque d'engagement sur la durée, peut-être, à une envie de papillonner ou de se sentir utile, mais comme ça, et puis c'est tout?
Oui, alors je ne sais pas si je l'appellerais engagement consommateur, mais c'est vrai, c'est une des réalités aujourd'hui, c'est qu'on est beaucoup face à des formes d'engagement par cause, j'appellerais plutôt comme ça, et bon, de conjoncture. On n'est plus vraiment dans la période bon, que nous avons connue dans les mouvements associatifs d'éducation populaire, par exemple, que les grands partis historiques politiques ont connu, où l'engagement se faisait pratiquement de père en fils ou de mère en fille, en famille. Il y avait des écoles d'engagement et puis on rentrait en engagement toute sa vie. Ça existe encore, mais c'est vrai que c'est plus forcément aujourd'hui les codes. Et ce serait intéressant d'ailleurs d'analyser les raisons de ça. Pour autant, les engagements de cause ne sont pas forcément que des engagements de surface. Je pense qu'il y a de vraies convictions derrière. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de notre responsabilité en tant qu'acteur associatif, que de savoir, disons, permettre à ces engagements de cause, qui sont à un moment l'expression d'une envie citoyenne ou d'une volonté citoyenne, de trouver une continuité ou trouver du lien et pouvoir se déployer dans le temps. Beaucoup d'acteurs ou de jeunes ou de citoyens souhaitent s'engager, ne savent pas forcément comment le faire dans la durée, ne savent pas où le faire, ou parfois trouvent des structures un peu institutionnalisées, même dans le secteur associatif, qui elles-mêmes ont du mal à leur faire place, parce qu'elles sont engagées dans leur projet associatif, elles sont parfois très professionnalisées. Voilà. Donc il y a un vrai sujet de ce point de vue-là, pour que, d'une certaine façon, et c'est les propositions que nous avons faites au gouvernement, on sensibilise à l'engagement dès le plus jeune âge, et on permette dès le plus jeune âge aussi aux citoyens, aux étudiants, aux enfants, aux élèves de rencontrer le monde associatif, les espaces où l'engagement peut se déployer dans la durée pour reconnecter effectivement des envies de cause et à un moment le fait que si on veut, disons, avoir un impact dans le temps, il faut donner du temps à son engagement. Ça ne peut pas être seulement une signature de pétition et puis on revient à sa vie quotidienne. Voilà. D'accord. Alors venons-en maintenant aux mutuelles avec vous, Stéphanie Soares. Justement, trouver des espaces dans l'engagement, enfin d'engagement dans le mouvement mutualiste, c'est ce que vous essayez de faire. Est-ce que ça veut dire que on a peut-être, les adhérents, le public, les citoyens en général, ont perdu de vue le fait que les mutuelles ne sont pas que des pourvoyeurs de remboursement, pourvoyeuses de remboursement de dépenses santé, mais sont vraiment un mouvement social avec un projet politique derrière? Je n'irai pas jusqu'à dire que le grand public l'a oublié, mais il appartient aux mutuelles de le dire et le rappeler. Le ticket d'entrée pour militer en mutualité, il est plus élevé que le ticket d'entrée pour aller militer dans une association. Une association, on voit ce qu'elle fait, c'est très visible. La première porte qu'on pousse dans une mutuelle, c'est souvent la porte d'une agence où on rencontre un conseiller mutualiste et on vient répondre à un besoin d'assurance. C'est le plus souvent comme ça qu'on rentre dans une mutuelle. Donc, on vient avec une logique de consommation. Et donc, il nous appartient à nous de transformer ce consommateur en adhérent, donc de lui faire partager le projet de la mutuelle et ensuite, ou en même temps, de lui présenter la manière dont il peut s'engager. Puisque en mutualité, que ce soit mutuelle santé ou mutuelle d'assurance, dans les mutuelles, c'est la logique de l'assureur assuré. On est ensemble, c'est un collectif qui collecte des cotisations pour répondre à des besoins des autres et de ce même collectif. Et donc, c'est toute cette notion-là de collectif qu'on doit partager et pour pouvoir donner envie de venir partager avec nous. Alors, je parlais d'un ticket d'entrée qui est effectivement plus élevé parce que ce n'est pas évident. Aujourd'hui, en plus, on est dans un secteur qui est de plus en plus réglementé, notamment sur la partie santé. Donc, tout ce qui avait été des éléments de différenciation des mutuelles, par exemple la non-sélection du risque à l'entrée, est devenu la norme sur les complémentaires santé, quelle que soit la nature des complémentaires santé, qu'elles soient compagnies d'assurance, mutuelles ou institutions de prévoyance. Donc, qu'est-ce qui fait la différence au final quand on a besoin de se couvrir? Donc, c'est pour ça qu'on est d'abord sur
une volonté consumériste et derrière, on doit transformer en engagement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement chez vous quand on s'engage en Eh ben, alors, on mutuelle? peut faire plein de choses. Alors, en général, effectivement, pour qu'il y ait engagement, il faut qu'il y ait une cause qui parle, un projet qui parle. Et dans les mutuelles, ben, essentiellement, l'accès aux soins, la santé, l'accès aux soins des plus fragiles et des plus précaires. Et je pense que ce sont des choses qui parlent aujourd'hui. On voit, par exemple, la situation des migrants. On voit aujourd'hui des militants mutualistes qui ne vont pas s'engager directement au sein de leur mutuelle sur cette question-là, mais qui vont monter des actions pour pouvoir amener l'accès aux soins jusqu'aux personnes qui sont en situation compliquée et aux migrants arrivés. Donc ça fait partie, ce sont des formes concrètes d'engagement en mutualité. Bien entendu, c'est de l'engagement au sein des unions régionales, donc c'est la déclinaison de la fédération sur les territoires, et dans les unions territoriales, nos services de soins et d'accompagnement mutualistes. On a ici, ça a été pas mal évoqué hier sur cette même scène, on a 2600 établissements qui sont gérés par des militants et des bénévoles et qui ne sont que des œuvres sociales de soins, donc qui proposent du soin sur les territoires. Et puis, bien entendu, dans nos mutuelles, dans toutes les mutuelles, c'est définir les politiques de ce qu'on met dans les contrats, le contenu des garanties qu'il y a dans les contrats, de quoi ont besoin nos adhérents, quels sont les besoins non satisfaits aujourd'hui. Et ça, c'est le travail des militants. Alors oui, il y a des technostructures, on parle de professionnalisation des associations, mais alors en mutualité, on est super rodé, on a des technostructures super bien rodées, avec des spécialistes de la finance, de la maîtrise des risques. Pour autant, on est des mutuelles et donc il appartient aux élus de définir les orientations de la mutuelle, de définir le taux de redistribution qu'on veut faire à nos adhérents. Parce qu'effectivement, l'équipe opérationnelle, elle est là pour faire tourner la maison, pour que les contrats soient super équilibrés, sauf que les élus, eux, sont là pour se dire dans quel cadre on le fait, au bénéfice de l'adhérent, puisque de toute façon, on n'agit que dans l'intérêt de nos adhérents. Et au final, combien revendiquez-vous de militants mutualistes? Aujourd'hui, on identifie 15 000 militants mutualistes, ce qui est pas mal. Hein. Alors, c'est forcément moins que dans le champ associatif, mais en tout cas, on n'a pas à en rougir. Et c'est d'autant pas mal qu'on a aujourd'hui, on vit un phénomène de concentration des mutuelles. Beaucoup de mutuelles fusionnent, se regroupent. Et au plus on est sur des structures qui sont de grosse taille, au moins il y a de postes de militants finalement. Et donc il y a une volonté, mutualité ça rime avec proximité, donc si les mutuelles veulent exister, elles doivent être ancrées territorialement, elles doivent être dans la proximité des adhérents. Et donc quand on a aujourd'hui encore 15 000 militants en mutualité, je pense que c'est vraiment une belle... voilà, on a encore à faire et on peut faire mieux, ça c'est certain. Pour autant, on a des militants investis sur les territoires qui font le lien, qui s'investissent dans des commissions d'action sociale, qui s'investissent sur d'autres sujets. On voit plein d'initiatives dans les mutuelles, des communautés d'entraide entre adhérents, des collectifs d'adhérents qui viennent apporter leur aide. C'est aussi d'être présent, on voit ici des gens qui tiennent les stands des mutuelles. Et ça, c'est des moments importants de militance et c'est des lieux d'épanouissement. Parce que c'est vrai que l'engagement en mutualité pourrait parfois sembler être sacrificiel. C'est aussi avant tout un lieu d'épanouissement, un lieu d'apprentissage, un lieu de rencontre. Et c'est ce qui fait, s'il n'y a pas de militants, il n'y a pas de mutuelle. Donc voilà, si je pouvais, c'est la base même des mutuelles. D'ailleurs, je vous engage à aller les rencontrer après ce débat. Il y en a beaucoup à côté. Alors venons-en maintenant aux coopératives, avec vous Vincent Javicoli. Alors l'engagement dans les coopératives, c'est autant peut-être dans le milieu associatif, on voit ce que c'est, autant vous, ça prend des formes autres que ça. C'est vraiment lié au travail. Quelqu'un peut lui, oui. Donc bonjour. Effectivement, c'est exactement ça. La question de l'engagement pour les coopératives, elle se pose différemment. Je ne sais même pas si ce terme d'engagement, on peut véritablement le reprendre tel quel pour les coopératives. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la centralité
du politique, du militantisme, de l'engagement des coopératives, il est vraiment lié au travail. Ça a émergé dans les années, au début du 19e siècle, avec cette idée de dire comment on lutte contre, on va dire, l'exploitation capitaliste, le fait que des propriétaires des moyens de production décident le sort d'une majorité de travailleurs. Donc il y a vraiment ce fondement politique, d'ailleurs accompagné à l'époque par Marx, en tout cas au début, et Proudhon. Donc il y a vraiment cette dimension politique forte. Et en fait, les coopératives ouvrières de production, elles sont nées dans ce mouvement du 19e siècle, avec cette idée de dire les travailleurs, en tout cas ceux qui décident, qui prennent les décisions dans l'entreprise, ça doit être les travailleurs. Et du coup, juridiquement, c'est toujours vrai aujourd'hui. Savoir si les coopératives d'aujourd'hui se définissent tous par avoir un Marx et Proudhon, c'est moins sûr. Mais en tout cas, il y a cette dimension-là. Puis une deuxième on va dire, finalité forte, c'est par rapport à la démocratie. C'est-à-dire, si on se dit être dans un, entre guillemets, pays démocratique, il est évident que la démocratie ne peut pas s'arrêter aux portes de l'entreprise, qui est le lieu où on passe, en tout cas du lieu de travail, où on passe une majorité de notre temps, en tout cas pour ceux qui travaillent. Et du coup, la question de dire comment on réintroduit de la démocratie à l'intérieur du lieu de travail, il est fondamental, parce que sinon, le peu d'illusions qu'on peut avoir sur la démocratie, il est encore, on va dire, moins fort si le travail n'est pas discuté, élaboré démocratiquement. Donc c'est aussi à cette question de la démocratie dans le travail que répond la coopérative. Alors, évidemment, ça, entre guillemets, ça ne résout pas tout, ça reste dans une économie capitaliste avec une concurrence, etc. Mais je dirais donc que la forme de l'engagement dans les coopératives, c'est cette question de dire comment on essaye de remettre du politique à travers la réflexion sur qui possède les moyens de production, comment on essaye de remettre de l'engagement à travers la question de la démocratie dans l'entreprise, qui est souvent analysée, discutée dans les médias, d'un strict point de vue technique, etc. Donc, comment on va arriver à remettre du politique dedans. Et de ce point de vue-là, les personnes qui sont salariés associés des coopératives, il y a une forme d'engagement, même si, un peu comme les consommateurs des mutuelles, de prime abord, ils viennent peut-être pour chercher un travail, mais au fur et à mesure, ils deviennent aussi associés de leur coopérative en disant on est certes travailleur, mais aussi on devient gérant, co-gérant de la coopérative. Peut-être aussi, puisqu'on parle des nouvelles formes d'engagement, dire que depuis 15 ans, il y a un nouveau statut coopératif qui existe, qui s'appelle les SIC, Sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui reprend le principe des SCOP, mais qui va encore plus loin et qui associe au sociétariat des entreprises coopératives, non seulement donc les personnes qui travaillent, mais aussi les usagers, mais aussi éventuellement des collectivités, et puis tout un tas de catégories de personnes. Et du coup, on arrive au résultat qui est de dire un moyen de production, on appelle aussi ça aujourd'hui, c'est un mot qui fait florès, un commun, et géré, co-géré, autogéré par les gens qui sont partie prenante et plus uniquement les salariés. Et du coup, là, il y a une nouvelle forme d'engagement qui émerge, de dire comment un commun, l'énergie, je pense par exemple à la SIC, la plus importante en France, qui s'appelle Enercoop, mais aussi des lieux culturels, notamment dans la région centre. Il y a une SIC qui compte aujourd'hui 2000 associés. C'est un lieu culturel que les gens ne voulaient pas voir disparaître. Du coup, il y a une association de gens, donc personnes qui sont associées pour créer une coopérative afin de faire vivre ce lieu. Et là, quand on parle de nouvelles formes d'engagement, il y a aussi ce statut coopératif qui s'est un peu renouvelé, en tout cas étendu dans les dernières années, en permettant l'engagement non seulement des salariés, ça c'est historique, mais aussi des personnes qui sont usagers, qui sont partie prenante et qui veulent défendre une certaine conception de la production, une certaine conception du travail, une certaine conception de ce qu'on appelle aujourd'hui les communs. Alors ça, ce que vous décrivez, c'est des mécanismes internes, enfin ce que vous avez tous décrit d'ailleurs, ce sont des mécanismes internes à vos modes de faire. Est-ce que, d'un point de vue externe, donc pour prendre le mouvement coopérativiste, coopératif, est-ce que cet engagement-là est suffisamment reconnu notamment des pouvoirs publics, par exemple, le droit à l'information des salariés qui avait été mis dans la loi ESS pour permettre aux salariés d'entreprises lambda d'être informés de la cession de leur entreprise quelques mois avant de la cession pour qu'ils puissent s'organiser eux-mêmes et proposer une reprise alternative.
Bon, bah ça a totalement disparu. Est-ce que vous avez un problème de reconnaissance de cet engagement-là vis-à-vis des pouvoirs publics? Alors il y a une sorte de paradoxe quand on parle, en tout cas des coopératives, je ne me prononcerai pas sur les associations et les mutuelles, c'est qu'il y a une médiatisation plus importante. Voilà, le terme de scope, si, qui est aujourd'hui connu par beaucoup de gens, ce n'était pas vrai il y a 10 ans. Et en même temps, vis-à-vis des pouvoirs publics, une sorte on va dire, de désubstantialisation ou dépolitisation de ce qui peut faire le côté un peu subversif des coopératives. Vous évoquez effectivement le droit de formation d'information plutôt pour les personnes qui pouvaient reprendre leur entreprise, qui était un élément fort de la loi ESS il y a 3 ans et qui était l'élément le plus important et qui est un des seuls qui n'est pas passé. Donc il y a eu plein de choses, mais plus on va dire superficielles, mais ça c'était le point important, c'est pas passé. Puis on voit que ça revient cette année avec, alors on ne s'attendait pas à autre chose, mais là, il y a une loi qui est en préparation dont tout le monde a entendu parler, qui s'appelle la loi Pacte. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais c'est une loi pour la croissance des entreprises. Voilà, ça. Et qui se veut reprendre tout un tas d'éléments de langage, de la participation salariée, de rendre l'entreprise plus démocratique, plus humaine, etc. Et donc, la façon dont ils ont, par exemple, de traduire ça, c'est de dire on va augmenter l'actionnariat salarié. C'est-à-dire on va autoriser aux salariés, donc on se devine, pas pour n'importe quelle entreprise, de prendre des actions de leur entreprise pour pouvoir être rémunérés sur des résultats, etc. Et donc, la question de la coopération et un peu politique que portent les coopératives, de dire les salariés deviennent propriétaires de leur outil de travail, devient on va récompenser via des dividendes les salariés qui, dans les entreprises, qui ont la chance... donc ça n'a rien à voir, en fait. Hein. Mais du coup, on parle de ces thématiques-là. D'ailleurs, certains au sein de l'ESS se félicitent malgré tout de la loi Pacte en disant, malgré tout, on parle voilà, de l'actionnariat salarié, c'est mieux que rien, etc. C'est quand même stupéfiant. Mais tout ce qui peut faire l'intérêt, et on va dire, oui, le caractère un petit peu... subversif, c'est un grand mot, mais en tout cas politique de la coopération, c'est complètement passé sous silence. Donc par exemple, cette loi Pacte, ou bien la loi SS il y a 3-4 ans, c'est une sorte de faux ami, quoi. On parle des thèmes, etc., mais en fait, ça fait beaucoup plus de mal, parce que si on veut soutenir la participation salariée, autant soutenir les coopératives ou les mutuelles, etc., plutôt que l'actionnariat salarié. C'est un exemple. Alors, même question. Mais je vais décliner la question aux autres interlocuteurs. Mais Stéphanie Soares, est-ce que vous pensez qu'il y a des choses à faire pour reconnaître un peu plus l'engagement dans le mouvement mutualiste? Aujourd'hui, un des freins pour nos militants et pour ceux qui ont réellement envie de s'investir, c'est l'absence de statut de l'élu. On n'a pas de statut de l'élu mutualiste, ce qui veut dire que les autorisations d'absence, par exemple, de l'entreprise pour pouvoir militer n'est pas reconnue. Elles sont très difficiles à obtenir. Alors si, quand on siège dans un conseil d'administration, on peut... Donc ça apparaît dans notre code, dans la loi, dans le code de la mutualité, mais ça n'a pas été retranscrit dans le droit du travail. Donc on est vachement content, on est bien plus avancé. On a des textes, donc après c'est très très compliqué. Donc effectivement, si on veut pouvoir promouvoir cet engagement, on doit reconnaître l'engagement au même titre que l'engagement en politique. Quand on est élu dans une association, dans une mutuelle, on milite, on s'engage sur un projet collectif au bénéfice de la société, au bénéfice d'un collectif, et les droits devraient être les mêmes. Ça, pour moi, je pense que c'est une évolution qu'on doit, sur laquelle, alors vous utilisiez le terme de famille, toute famille confondue, essayer de promouvoir, parce que je pense que c'est une réalité à laquelle on est tous confrontés. Alors il y a des choses qui avancent un peu, si on regarde la validation des acquis, ce genre de choses, c'est des éléments qui permettent de... Alors je vais utiliser un gros mot, mais vraiment volontairement, de rétribuer nos militants, parce que le développement de compétences, c'est aussi un mode de rétribution. Quand on apprend des choses et en mutualité, le développement de compétences, surtout quand on arrive au conseil d'administration, il faut en développer beaucoup. Donc c'est un mode de rétribution aussi, parce que c'est un sacrifice que de devoir apprendre, mais d'apprendre est aussi une réussite personnelle et une satisfaction personnelle. Donc de pouvoir continuer encore sur la reconnaissance des compétences qui peuvent être acquises. Aujourd'hui, on n'arrive pas à faire valoriser les compétences qui sont acquises sur nos mandats dans le monde de l'entreprise.
les syndicats sont confrontés à la même difficulté. Je pense que dans le milieu associatif, les compétences qui sont développées dans le champ associatif ne sont pas forcément reconnues. Donc, à un moment, c'est aussi un frein, cet engagement, parce que pourquoi je vais consacrer autant de temps, même si la cause m'intéresse, professionnellement, ça peut porter un risque, parce que quand on est présent, ça peut être un frein à une évolution professionnelle quand on milite un peu trop par ailleurs. Donc, cette non-reconnaissance ou cette absence de statut, à mon sens, est un frein à l'engagement. Alors, ce n'est pas forcément le seul, mais c'en est un. Vous avez identifié ça, vous aussi, à Solidarité Nouvelle pour le logement, Laurent de Verdière, c'est-à-dire ce manque de reconnaissance des capacités que vos bénévoles, vos militants développent avec vous depuis 30 ans? Alors, nous n'avons peut-être pas les mêmes problèmes que des structures plus grandes pour lesquelles certainement être administrateur demande un investissement, une disponibilité assez forte. Cependant, peu de nos bénévoles ont vraiment la capacité, la disponibilité de fait de leur vie professionnelle, de leur vie familiale, personnelle, pour, on va dire, avoir des responsabilités qui leur demandent plus de temps. Et là, sur la partie reconnaissance, oui, parce que une caractéristique de notre activité, c'est que les bénévoles travaillent de pair avec des salariés. Et que les salariés travaillent en général dans la journée et les bénévoles, pour une grande partie, à Paris, il y a à peu près 50% d'actifs chez les bénévoles et 50% d'inactifs retraités, étudiants, jeunes. Bon. Et donc, évidemment, la majorité des bénévoles n'est pas disponible dans la journée. Donc, il y a ce problème de disponibilité conjointe. Donc après, il y a des choix personnels, et je voudrais dire un mot sur les choix juste après. Mais pour ce qui est de la reconnaissance, ce qu'on observe clairement, c'est que pour beaucoup de bénévoles, de jeunes bénévoles, le passage plus ou moins long dans un investissement associatif où les missions évidemment vont en quelque sorte enrichir aussi les compétences, le savoir-être des bénévoles, savoir-être qui est aussi demandé par l'entreprise. Ça va être valorisé, mais il n'y a aucune forme de reconnaissance officielle. Donc c'est quand même quelque chose que le bénévole tirera pour lui plus tard ou à côté dans ses autres champs d'activité, mais ça n'est pas officiel. Alors je voulais revenir juste une petite minute sur la question du choix. Ce qui m'a frappé dans tout ce qu'on a dit, c'est que finalement toutes nos organisations reposent sur des choix individuels de personnes qui ont une politique de transformation de la société, d'un certain nombre de questions que tout le monde se pose. On peut questionner le bulletin de vote comme dans son efficacité de transformation, mais je pense que dans des associations, on est beaucoup plus en prise avec la transformation sur la thématique qu'on aborde. Si les contraintes en termes de réglementation ne sont pas trop fortes, si l'environnement le permet. Et en ce qui nous concerne, ce qui nous caractérise, c'est que nous sommes une association qui est très orientée vers l'action de proposer des solutions pour ces sans domicile fixe ou ces personnes en précarité, en forte précarité de logement. Donc les bénévoles qui viennent sont beaucoup dans une optique d'action avec des résultats. Alors ça apporte aussi énormément de satisfaction personnelle qui n'est pas du domaine on va dire de la valorisation vers l'extérieur. C'est une satisfaction personnelle que de voir une personne qui était dans une situation extrêmement difficile 10 ans plus tard, parce qu'on a continué à la voir pendant 10 ans, même après qu'elle soit passée à SNL, on la voit 10 ans plus tard avec des enfants qui ont fait des études parce qu'elles ont pu accéder à un logement, que les enfants ont pu faire leurs études grâce à ça, etc. etc. Donc ça, c'est une grande satisfaction et c'est un grand apport. Et enfin, j'ajouterais juste que nous formons les bénévoles. C'est-à-dire que comme nous avons une certaine complexité dans ce qui est demandé sur certains sujets, comme l'accompagnement des locataires,
ça ne peut pas se faire comme ça, n'importe comment. Voilà, nous avons des journées de formation. Donc les bénévoles sont accueillis au début, à leur arrivée dans l'association, ils sont accueillis avec des journées de formation et nous formons aussi les administrateurs. Donc c'est des choses qui aussi apportent, c'est une reconnaissance interne, hein, mais c'est aussi un moyen interne de se développer. Alors tout ce qui a été dit, Philippe Jachan, j'imagine que vous y retrouvez et vous retrouvez certaines des propositions que vous avez faites au Premier ministre il y a 2 mois maintenant, quand vous avez rendu votre rapport pour le développement de la vie associative. Oui, oui, je me retrouve très clairement dans beaucoup de choses qui ont été dites. Avant de venir aux propositions que nous avons faites, je voudrais insister sur un point très important pour toutes les organisations que nous représentons ici, et je dirais particulièrement pour les organisations associatives. L'exemple des SCOP, notamment, est un exemple très intéressant pour le secteur associatif, parce que je pense qu'il y a un enjeu essentiel aujourd'hui à ce que dans nos différents mouvements, nous considérions les salariés ou ceux qui sont sur les métiers, on va dire, qui, dans des structures, donc comme ça a été dit dans le monde mutualiste, mais également appellent à de plus en plus de technicité professionnelle, il faut les considérer aussi comme des engagés, comme des militants de l'organisation. Souvent, dans nos organisations associatives, il y a une dichotomie entre le bénévole dirigeant et les salariés. Je pense qu'il est essentiel pour la survie et pour l'avenir dans nos organisations de sortir de cette dichotomie-là, même si les responsabilités sont différentes. Autrement, on risque d'être dans une situation de reproduction, d'une certaine manière, de ce qu'on peut connaître dans toute entreprise classique. Donc ça, c'est fondamental dans le monde associatif, là où les associations sont des employeurs, de travailler à cette question-là. Comment reconnecter, comment faire en sorte que l'ensemble des salariés qui agissent dans une association, quand on travaille dans une association, quand on est salarié d'une association ou d'une mutuelle, ça n'est pas la même chose que d'être salarié d'une multinationale, etc. Donc, mais ça, il faut associer, c'est indispensable. Pour moi, c'est un enjeu fondamental pour le secteur. Deuxième élément, alors sur la question de la valorisation, moi, je serais un peu plus prudent. Je pense qu'il est important, évidemment, qu'il y ait une forme de valorisation de l'engagement, mais il faut faire attention à ce que ce ne soit pas le seul levier ou le levier essentiel, parce que je pense que les gens qui cherchent à s'engager ont surtout besoin de trouver une place et la bonne place pour le déploiement de leur engagement, et d'être associé d'une certaine manière, plus que recevoir une sorte de label ou de diplôme ou du meilleur engagé du mois, quoi. Et donc, c'est plutôt, encore une fois, la question de la démocratie interne, de la gouvernance interne de nos organisations qui est interrogée. Alors, sur les différentes propositions que nous avons faites pour renforcer d'une certaine façon ce que j'appelais tout à l'heure l'environnement favorable à l'engagement, on a insisté surtout pour commencer sur la question de la sensibilisation dès le plus jeune âge. Donc il y a un enjeu à travailler sur l'éducation nationale, sur l'école, sur les lieux de l'apprentissage, pour que dès le plus jeune âge, on sensibilise les enfants à la question de l'engagement, et notamment à l'engagement dans l'ESS. Nous avions signé, nos organisations, enfin les organisations représentatives du secteur de l'ESS, une convention avec le ministère de l'Éducation nationale il y a 2 ans de ça, ou 3 ans de ça, enfin c'était sous le précédent gouvernement, sur les stages en 3e, par exemple, pour que l'Éducation nationale encourage et fasse savoir aux élèves de 3e que quand il y a un stage en entreprise à faire, ce stage-là, il peut se faire dans les entreprises de l'ESS, pas seulement dans... Et souvent, ce sont des choses qui sont méconnues. Ou alors vous êtes dans une famille qui est déjà au contact de ce type d'organisation, ou autrement, bon, ça passe inaperçu. Je ne sais pas qui se souvient de son stage de 3e ici, mais bon, donc il y a un enjeu essentiel à ce que l'éducation nationale, d'une certaine manière, s'associe à cette culture de l'engagement dans l'ESS et qu'elle puisse être promue à l'école. Ça veut dire aussi, évidemment, qu'il y a
que ce soit, enfin, qu'il y ait un enjeu d'intégration de cet enjeu-là dans les projets des établissements scolaires, et donc ouvrir les portes des écoles, notamment aux associations, ce qui reste un enjeu loin d'être accompli. Sur le côté, enfin, sur la dimension vie professionnelle, il y a eu une avancée dans le cadre de la loi égalité-citoyenneté, qui est le compte engagement citoyen, par exemple, qui permet justement de développer le congé d'engagement et de faire reconnaître à des salariés la possibilité de s'engager. Aujourd'hui, il est insuffisamment déployé, insuffisamment doté, donc il faut absolument que ce type de dispositif s'accroisse. C'est ce que nous avons proposé également. Il y a la question de la formation des bénévoles qui a été évoquée. Les organisations que nous sommes, certaines associations le font avec leurs petits moyens, ça n'est pas toujours évident. Nous disposons d'un fonds qui est le Fonds de développement de la vie associative, le FDVA, qui est un instrument de formation notamment pour les bénévoles. Il est doté de 8 millions d'euros. Chichement. Oui, c'est ça. Et le terme est diplomatique. Donc chichement, pour le dire comme ça. Bon, ça répond absolument pas à la demande. Donc s'il faut déployer une véritable politique de l'engagement, il faut absolument des moyens pour accompagner les organisations, pour que justement on puisse accueillir les bénévoles et les accompagner et les former dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est une des propositions également que nous avons portées. Il y en a un certain nombre d'autres, je ne vais pas toutes les évoquer ici, mais comme le passeport bénévole par exemple, qui vont plus sur le champ de la reconnaissance publique, de l'engagement que je qualifierais, enfin tout au long de la vie, c'est-à-dire depuis le premier engagement et puis au fur et à mesure de sa vie, depuis sa vie scolaire, étudiante et professionnelle et au-delà. Voilà, ce sont autant de mesures qui sont poussées par le monde associatif et qui sont aujourd'hui sur la table. Et le numérique dans tout ça, est-ce que ça vient chambouler vos manières de faire? Est-ce que ça ouvre de nouvelles pistes? Question ouverte à qui veut. Alors, le numérique, ce n'est pas une finalité en soi, c'est un outil pour essayer de répondre aussi à de nouvelles formes d'engagement. Alors, je pense que des nouvelles formes d'engagement, il y en a, enfin, ça fait 25 ans, moi, je milite dans différents univers associatifs, enfin voilà, peu importe. Je ne vois pas de grosses différences sur l'engagement. Par contre, il y a des attentes de pouvoir s'investir sur un temps plus court, pour pouvoir, si on veut faire du lien, on a des outils aujourd'hui qui nous permettent de faire une autre forme de lien. Le risque du numérique, alors il y a des choses super intéressantes, juste la plateforme Diffuse, qui est une plateforme pour des pour la mise en place de micro-actions citoyennes. Donc quelqu'un lance un défi sur une plateforme numérique et donc on s'inscrit, on participe. Alors c'est Jacquillon qui parlait de l'engagement post-it, c'est de l'engagement ponctuel. Mais je pense que c'est un moyen, avant d'être dans l'engagement durable, il faut peut-être parfois passer sur de l'engagement ponctuel. Et ce n'est pas un engagement moins pertinent ou moins valorisant, c'est un engagement et toutes les formes d'engagement doivent être utilisées. Donc des plateformes comme celle-là permettent de travailler soit avec des grosses associations, mais pas que, de pouvoir mettre en place des actions ponctuelles sur un territoire. Hier, c'était je nettoie ma ville. Donc on lance un défi, on invite des gens qu'on ne connaît pas forcément, mais qui sont inscrits sur la plateforme. Tiens, ça m'intéresse, c'est au pied de chez moi, j'y vais, ça me prend une journée, Donc ça permet d'avoir des engagements courts. Les outils numériques permettent aux mutuelles de créer des plateformes de solidarité ou des communautés d'adhérents à un moment. Donc ça peut être des prêts, des dons, de l'échange de bonnes pratiques, un peu sur la logique des selles qu'on a pu connaître qui se déploient sur eux. Donc voilà, on remet du lien entre les adhérents et les plateformes permettent ça. Il faut juste être vigilant, ce n'est pas une finalité en soi, c'est un outil au service d'un projet collectif. Ça doit être un outil qui ne doit pas déshumaniser la relation, bien au contraire, mais juste faciliter peut-être des rencontres, d'organiser des nouvelles formes de débat. On va développer à la Mutualité française, on va expérimenter la mise en place d'une civic tech pour pouvoir mener des espaces de débat, des espaces d'échange et donc de renforcer la parole citoyenne sur des questions de santé, de dépendance, de perte d'autonomie, enfin des sujets qui nous touchent toutes et tous. Et donc ces outils numériques permettent de réfléchir à d'autres façons de faire
et aussi d'organiser des temps de débat présentiels. Donc voilà, des outils qui nous facilitent la vie et qui doivent nous permettre de faire mieux et autrement. Alors, est-ce que le mouvement associatif est disrupté par le numérique? Oui, non mais bien sûr, enfin, c'est ce que j'ai appelé, enfin, tout à l'heure j'évoquais la transformation des modes d'engagement et les questions que ça pose aux structures historiques traditionnelles. Bon, donc oui, mais l'outil numérique est un formidable je vais dire accélérateur d'engagement et c'est un formidable capteur. Donc tout l'enjeu justement c'est de passer par cette dimension un peu diffuse mais éminemment d'initiative libre, ce qui en fait tout son intérêt, à son déploiement dans des espaces qui sont, enfin, comme ça a été dit, en présentiel. Donc c'est essentiel et que le secteur associatif a tout intérêt à se vitaliser ou se revitaliser au travers de ça. Donc il faut le voir de manière très positive et transformer les structures organisationnelles en fonction de cette réalité-là aujourd'hui qui s'impose. Voilà. Un petit point de vue pour les coopératives? Non, mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je pense que concernant les coopératives, le vrai changement, on va dire, c'est justement par rapport à ce nouveau statut, entre guillemets, qui a 15 ans, qui est les SIC, où là, on voit que beaucoup de projets de SIC, sociétés coopératives d'intérêt collectif, du coup, qui font coopérer non pas seulement des salariés, mais des usagers et des gens qui sont pas sur le même site, mais qui du coup contribuent au projet, pas forcément en présentiel. Bah, ce mouvement-là des SIC qui se développe de façon exponentielle est inséparable dans la plupart des cas du numérique et des formes d'engagement numérique, parce que SIC, c'est gérer ensemble un commun, et du coup, pour se mettre en commun aujourd'hui, alors après, on peut évaluer si c'est une bonne chose ou pas, mais en tout cas, il est difficile de penser sans le numérique. Donc, de ce point de vue-là, et spécifiquement vis-à-vis des SIC, il y a le numérique joue. Vis-à-vis des SCOP, les sociétés coopératives de production, c'est pas sur les formes d'engagement, c'est les métiers de toutes les entreprises, et aujourd'hui, impactés par le numérique. Donc, toutes les personnes en tant que salariés, j'allais dire, sont impactées par le numérique. Ce qui peut poser la question, dire, quand aujourd'hui le travail est numérisé, comment on reconstruit du sociétariat et de l'engagement. Et bon, ça, je pense que c'est quelque chose pour lequel il est difficile de parler aujourd'hui. Laurent de Verdière? Oui, sur le numérique, évidemment, c'est un formidable outil pour mobiliser des bénévoles, pour aussi avoir une bonne liaison entre les salariés et les bénévoles, parce que c'est un outil qu'on peut utiliser de façon discrète, on va dire, un peu n'importe quand. Par contre, il y a un sujet majeur concernant notre activité, en particulier puisqu'on s'adresse à des personnes précaires, c'est la fracture numérique. Et là, aujourd'hui, il y a beaucoup d'interrogations sur comment surmonter cette fracture, puisque la fracture numérique fragilise encore plus ceux qui sont déjà précaires. Et qu'il y a des études économiques qui ont été faites là-dessus. Les personnes qui maîtrisent le numérique, finalement, augmentent leur pouvoir d'achat en ayant le même niveau de revenus. Hein. Ils augmentent puisqu'ils sont capables de beaucoup plus optimiser leurs achats, ce que ne sont pas capables de faire ceux qui sont en situation de précarité numérique. Donc on travaille aussi là-dessus, mais on ne peut pas tout aborder en même temps. Notre objectif, c'est l'insertion par le logement. Il y aura certainement des choses qui vont se développer autour du numérique pour les locataires aussi, mais on en est vraiment au balbutiement. De toute façon, sur ce sujet, je vous engage à aller voir à côté les acteurs du numérique. Vous aurez peut-être des réponses à des questions que vous posez. Place aux questions maintenant de la salle. Je crois qu'il y avait monsieur d'abord. Oui, je vais intervenir en tant que président d'association, administrateur d'association également, ou co-gérant de groupement. Sur la question qui a été un peu évoquée du rapport entre
dans cet engagement entre les salariés et des bénévoles. Sachant que cet engagement, voilà, étymologiquement, c'est ce qu'on met en gage avec l'espoir d'avoir quelque chose après avoir mis cela en gage. Hein. Donc, on a parlé de la satisfaction par rapport à une cause. On a employé le gros mot de rétribution via de la reconnaissance de compétences. Évidemment, dans le cadre salarial, c'est très, très encadré par le droit au travail, encore heureux, je dirais. Mais cette mise en gage, elle est réglée par le Code du travail. Dans le cadre des bénévoles, évidemment, ce n'est pas réglé par ce même code. Encore qu'il peut y avoir des choses qui s'y approchent, mais on en a un peu parlé. Par contre, dans le fonctionnement interne, il me semble que il y a vraiment un grand domaine là à réfléchir et à creuser. Comment, je dirais, l'engagement des bénévoles qu'on veut promouvoir n'est pas non plus également vis-à-vis de l'engagement des salariés une obligation qui vient se surrajouter à l'engagement salarial, à l'engagement de travail, comme une valeur qui s'imposerait et qui sans avoir ce nom, mais deviendrait, je dirais, une contrainte supplémentaire dont on voit dans les entreprises privées gérer de l'intérêt avec tout l'engagement demandé dans l'esprit d'entreprise. Et il faudrait aller au-delà du contrat de travail pour montrer son engagement. Et donc là, les salariés du domaine sont pris entre deux feux, à la fois oui, adhérer à la cause et s'y engager, je dirais, autant que les bénévoles ou avec les mêmes valeurs que les bénévoles, et en même temps avec cette contrainte, c'est pas forcément une contrainte, c'est aussi un droit et des règlements. Hein. Et pour les dirigeants, voilà, tous ces problèmes-là de rapport entre bénévoles et salariés dans ces formes d'engagement différents et avec ces codes différents. J'ajoute que dans les études faites par Quorum et le CIDES, l'engagement dans les entreprises classiques, privées, lucratives, les niveaux d'engagement se rapprochent des niveaux d'engagement des salariés des entreprises de l'ESS. Donc là, il y a aussi il y a à questionner là-dessus. Donc qui veut répondre à la question de monsieur ? Peut-être juste deux mots, parce que j'ai insisté sur l'association des salariés au projet associatif. C'est tout à fait juste ce que vous dites là. Je pense qu'il faut faire attention à ce que la question de l'engagement ne soit pas un surcroît effectivement de charge aux salariés et qu'on n'en profite pas d'une certaine manière pour faire de l'exploitation qui cacherait son nom. Ça, c'est clair. Moi, le point de vue que je développais, c'était plutôt sur la question de l'association des salariés au projet politique, au projet associatif. C'est-à-dire de ne pas les considérer uniquement comme des exécutants d'un projet pour lequel ils n'auraient pas leur mot à dire. C'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'ils soient participants de la vie, à un moment, d'un mouvement. Quand on est salarié d'une association, encore une fois, ça n'est pas banal. Et je pense que c'est important pour la vitalisation, encore une fois, de structures très professionnalisées que de permettre ça. Voilà, pour remettre un peu de sens dans le travail quotidien et surtout quand il devient très administré. C'est ça l'enjeu, mais surtout pas effectivement. Donc c'est plutôt la participation au projet que, au nom de l'engagement, leur demander plus, quoi. Voilà. Mais je rejoins complètement. Hein. Quand on travaille dans une mutuelle, qu'elle soit une mutuelle ce qu'on appelle une mutuelle de livre 2, donc qui délivre de l'assurance, ou une mutuelle qui offre des soins, c'est pas pareil qu'aller travailler dans un cabinet dentaire, par exemple, libéral. Pour autant, on a des salariés qui ont des droits, on doit respecter ces droits, et en mutualité, on dit toujours on marche sur deux jambes, la jambe politique et la jambe technique. Et c'est vrai qu'il est important de travailler, de construire. Alors après, on doit chacun dans son rôle, hein, mais de construire ensemble, ici des garanties, là des évolutions de prestations, ici une offre de soins différente. Et je pense que c'est de la responsabilité de la mutuelle ou de l'association de faire partager le projet et de faire adhérer au projet pour les salariés, parce que ce sont des salariés comme les autres, sans être des salariés comme des autres, parce qu'ils travaillent dans des entreprises pas comme les autres.
Et c'est cet enjeu-là, parce que de toute façon, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Une asso, si elle a des salariés, ben c'est bien parce qu'ils ont une technicité, ils apportent quelque chose. Et le projet de l'association, ce sont des gens qui ont eu envie à un moment de s'unir pour défendre une cause ou travailler sur un sujet. Dans les mutuelles, c'est pareil. Donc il faut qu'on avance ensemble pour éviter qu'il y ait une rupture et qu'au final, je vais prendre le cas, je vais expliquer ça assez clairement. Quelqu'un qui vend du contrat d'assurance, il n'est pas là pour répondre à un quota de contrats à vendre, il est là pour répondre aux besoins des adhérents. On n'est pas chez AXA, on n'est pas là pour faire du chiffre et puis pour vendre tout et n'importe quoi. On est là juste pour bien couvrir les gens en fonction de leurs réels besoins. Et rien que ça, s'il n'y a pas de partage du projet là-dessus, on ne sait pas faire. Enfin, on n'est plus une mutuelle, on devient un assureur pur et simple. Et donc, c'est ce partage-là, il y a des besoins qui remontent à eux de nous dire pour qu'on puisse les intégrer. Parce que nous, on voit effectivement, en tant qu'élus, on voit plein d'adhérents, on les rencontre. Mais eux, c'est tous les jours. Et en général, quand il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on ne peut pas dissocier, on doit faire ensemble, adapter ensemble. Et c'est aussi là un des fondements de la démocratie mutualiste. Merci. Je passe à la question suivante. Oui. Oui, alors, c'est un peu dans la même veine et dans le même ressort, avec un autre angle en quelque sorte. Pour ce qui me concerne, je suis à la fois investi dans le mouvement associatif et dans le mouvement coopératif, des SCOP, hein, coopératif, des SCOP. Et je m'interroge aujourd'hui sur le fait qu'il y a, me semble-t-il, j'observe, donc c'est une question que je vous pose, ce que l'on fait. Je suis assez sensible évidemment à ce que dit Vincent Javicoli sur les SIC parce que c'est une expérimentation qui nous paraît intéressante, voire très intéressante, et que dans certains mouvements associatifs, nous nous posons la question de la transformation en SIC, notamment dans les régies de quartier, pour prendre un exemple petit, voilà, et non sans difficulté, non sans interrogation, mais au moins on met les questions sur la table. Or, aujourd'hui, comment fait-on pour se poser la question de qui décide quoi, en particulier dans le monde associatif? On y est confronté. Bien sûr, en ayant été salarié d'association, je me dis, j'ai pas envie d'être surchargé. Et il y a une souffrance au travail, parfois dans les associations. Moi, je l'ai subi et fait subir. Donc, même dans les scopes, je l'ai subi et fait subir. Mais quels moyens se donne-t-on aujourd'hui pour que, et c'est l'enjeu du débat à mon avis, je vous pose à tous la question, pour que les valeurs fondamentales de l'ESS, qui reposent bien sûr sur l'intérêt général, l'utilité sociale, maintenant on ajoute l'intérêt écologique, etc. Ça, on est à peu près tous d'accord. Mais on n'a pas avancé sur le critère fondamental sur la démocratie. Et je trouve que sur la loi, on n'a pas avancé là-dessus. Je dirais même que d'une certaine manière, on se sent un peu gêné sur l'organisation du qui décide quoi. Alors c'est plus facile pour Vincent Javicoli de dire bah, chez nous dans les scopes c'est à peu près plus simple, mais dans le monde associatif, quand on voit aujourd'hui, et je finis ma question, dans le monde mutualiste, dont je suis très proche également, évidemment je suis investi dans l'ESS globalement, combien il y a de gens ici qui vont aux AG des mutuelles régionales, je ne parle même pas des nationales. On a un problème de mode de fonctionnement, je parle des sociétaires de base. Comment on fait pour revitaliser ça? Or, pour finir, le mouvement de l'économie sociale et solidaire, il naît de mobilisation. Et SNL est un exemple d'une thématique de mobilisation. Comment on fait en sorte qu'un maximum de gens, non seulement s'engagent, mais s'engager, c'est participer aux décisions. Comment on fait? Vous avez 1 minute chacun pour répondre à cette question, à trouver la pierre philosophale de l'ESS. Qui veut se lancer? Alors, pierre philosophale, certainement pas, mais ça fait le lien aussi avec la question précédente. Moi, je pense qu'il y a une tension qui, à mon avis, est irréductible entre, et que ça soit mutuel, associatif, et y compris même SCOM, entre les sociétaires, les bénévoles d'un côté, et les salariés. Et moi, j'accompagne des SCOP, mais je travaille dans une association, l'Union régionale des SCOP, dans laquelle cette question enfin, je la subis aussi. Et j'ai pas de réponse évidemment à ça, mais je pense qu'il y a
Et on voit bien la difficulté, c'est-à-dire qu'en tant que salarié, on est pris dans des injonctions et des contraintes de plus en plus techniques qui vont empirer du fait de l'austérité, de l'économie, en tout cas, oui, de ce qui est subi par la majorité du tissu économique, et y compris avant tout peut-être ESS au niveau associatif. Donc ça, d'un côté, les salariés, et puis des professions qui se technicisent, des normes, etc. Et puis de l'autre, des bénévoles à qui on dit de s'engager, donc ils s'engagent, et à qui on demande d'aller vers plus de politique, donc qui ont parfois des projections qui sont intéressantes, utopiques, mais comment on fait le raccord entre soi. Voilà. Alors, j'ai pas de solution. Moi, je me dis, il y a un point à travailler, c'est comment on travaille sur ce qui est partageable. C'est-à-dire, à part sur des cas très simples, mais ne partons pas du principe que le technique et le politique auront les mêmes... ils ont des sphères différentes. Comment on arrive à fixer un périmètre sur des sujets sur lesquels, oui, là, le technique et le politique peuvent délibérer de façon constructive. Et le technique ne va pas aller sur le politique et réciproquement, parce que là, ça ne peut pas marcher. Et je pense que là, il y a un vrai travail de, alors on va appeler ça gouvernance ou élaboration de décisions, qui est très très peu fait. Dire qu'est-ce qu'on partage entre technique et politique, et sur quoi on peut travailler ensemble. Voilà, je ne dis pas que c'est la pierre philosophale, mais à mon avis, il y a un point à travailler là-dessus. Non, c'est une répartition des tâches finalement que vous proposez. Est-ce que... Effectivement, moi j'aurais un exemple à donner par rapport à ce que vous dites. C'est en ce qui concerne l'entretien des logements. L'entretien des logements, c'est un sujet sur lequel il va y avoir des salariés qui vont être en première ligne, parce qu'il y a certaines choses, il faut vraiment que ce soit des professionnels qui suivent le sujet. Et en même temps, il va y avoir des bénévoles, parce que les bénévoles ont le lien de proximité. Donc on a fait un travail de partage, d'organisation et de fonctionnement, enfin d'échange sur la thématique de l'entretien entre bénévoles et salariés, pour progresser en termes, voilà, de cohérence de ce que vit le salarié et ce que vit le bénévole. Donc on l'a plutôt pour l'instant, voilà, identifié comme des lieux de partage, mais on n'a pas aujourd'hui de direction prise sur des actions précises de plus de démocratie, par exemple, où les salariés sont impliqués, même si on invite des salariés régulièrement au conseil d'administration pour qu'il y ait une transparence, qu'il y ait une visibilité de comment ça se passe en termes de prise de décision. On n'a pas des statuts avec une démocratie où les salariés ont un vote possible au conseil d'administration. Mais ça, on est aussi dans tout un environnement français qui ne permet pas, en général, ce mode de fonctionnement. Ce n'est pas dans la culture aujourd'hui. Ça le deviendra peut-être, mais pas aujourd'hui. Comment faire, j'en sais rien. Ce que j'ai envie de dire, c'est que ce qui me paraît essentiel aujourd'hui pour nous, c'est de reconnaître que c'est un sujet fondamental pour l'ESS de manière générale, pour le monde associatif en particulier, parce que je parle ici au nom du monde associatif. Donc, pourquoi c'est fondamental? Parce que nous sommes, toutes nos organisations, surtout, enfin, et notamment lorsqu'elles sont employeuses, confrontées de plus en plus aujourd'hui à on va dire les entreprises qui sont du domaine marchand lucratif, qui nous interrogent en disant mais qu'est-ce que vous différencie fondamentalement de nous? Et on est face à un enjeu essentiel qui est celui de ne pas tomber dans la banalisation, d'une certaine manière, d'une entreprise traditionnelle qui fonctionnerait selon les codes traditionnels, même si, effectivement, elle serait statutairement de l'ESS. Donc, le premier élément, c'est de reconnaître que c'est un sujet central, effectivement. Comment revitaliser nos organisations, comment continuer à incarner des mouvements citoyens qui sont à la fois des mouvements de transformation démocratique et de transformation de l'économie, parce qu'on est sur les deux. Et nos organisations sont à cheval et au carrefour des deux. Donc, moi, j'ai parlé tout à l'heure de la nécessité de faire participer les salariés au projet. Il y a des différentes méthodes à ça qui sont possibles. Au niveau du mouvement associatif, nous organisons le 25 septembre prochain un premier débat sur la question de la gouvernance associative, justement pour aborder ce sujet-là. Et nous allons en faire un des sujets
clé de discussion avec l'ensemble de nos membres et des familles associatives pour que justement nous puissions comparer, partager les pratiques, les expériences qui sont aujourd'hui développées dans beaucoup d'associations parce que c'est un sujet fondamental. Voilà. Donc le premier élément, c'est reconnaître que c'est un sujet, y travailler de manière sans tabou au sein de nos organisations, poser la question de la souffrance, notamment au travail, dans nos organisations sans tabou, reconnecter très certainement avec le monde syndical. Il y a eu historiquement entre l'ESS et le monde syndical un chemin qui a été fait communément, qui s'est peut-être un peu perdu. C'est probablement très important qu'il y ait une reconnexion entre nos familles et le monde syndical. Et peut-être aussi partager ce qui peut se faire. Vous avez parlé des SIC, des SCOP. Justement, moi, je suis très intéressé par ces formes-là qui peuvent inspirer aussi chacune de nos organisations parce que c'est un sujet essentiel. Le dernier élément, il faut continuer à militer sans relâche contre l'accroissement des contraintes posées par les politiques publiques. Les contraintes, qu'elles soient de normes, de financement, etc. Parce que l'accroissement des contraintes et la technicisation d'une certaine manière de l'accès notamment au financement est un biais évidemment qui entraîne une transformation aussi de nos mécanismes, de nos organisations internes. Et les choses sont liées évidemment et donc il faut aussi travailler sur cet environnement-là. Alors, moi, je vais revenir sur l'autre point que vous avez abordé tout à l'heure, c'était de dire qui, dans cette salle, va à l'Assemblée Générale de sa mutuelle. J'ai parlé au démarrage... Oui, je vois une main se lever, c'est super. Je parlais tout à l'heure d'une évolution du monde de la mutualité, hein, avec des regroupements de mutuelles. Quand on a aujourd'hui des mutuelles qui ont 1 million, 2 millions d'adhérents, mais même 800 000 adhérents, on ne réunit pas 800 000 adhérents ou 500 000 adhérents dans une salle. Donc on passe sur un système d'élection et on élit des délégués, et les adhérents élisent leurs délégués à l'Assemblée Générale. Je pense qu'on a un énorme travail à faire sur la pédagogie qu'on fait vis-à-vis de nos adhérents, parce qu'effectivement, ils ne viennent pas à l'Assemblée Générale, on essaie de leur envoyer de l'info, on essaie de communiquer sur ce qu'on fait, sur leur capacité à s'exprimer. Je regarde juste un élément, le taux de participation aux élections dans les mutuelles, qui, quand il arrive à 20%, on est content. Que ce soit en mutuelle interprofessionnelle, mais aussi en mutuelle affinitaire. Et pour autant, on offre, c'est la première étape de l'engagement, c'est de mettre le bulletin de vote. Alors on dit oui, mais parfois c'est des listes d'union mutualistes, donc il n'y a pas de vraies élections, il n'y a pas de projet, on ne sait pas dire... Ok, il faut qu'on bosse dessus, on doit travailler, on doit communiquer avant. Je n'imagine pas aujourd'hui, alors si sur des mutuelles de territoire c'est encore jouable et ça se fait encore, je n'imagine pas aujourd'hui la réunion de l'ensemble des adhérents ou l'invitation de l'ensemble des adhérents à une assemblée générale de mutuelles. Pourtant, il y a des actions qui se mènent dans les territoires. Ce n'est pas pour participer à des assemblées, mais on invite les sociétaires par micro-territoire ou les adhérents pour pouvoir les réunir, pour pouvoir échanger avec eux, pour pouvoir leur expliquer comment marche la maison, hein, en gros, entendre leurs attentes, entendre leurs besoins. Et donc, c'est une autre façon de pouvoir le faire. Et ça, quand ça se fait sur les territoires, bien entendu, ça se fait avec les délégués des territoires, mais ça se fait aussi avec les salariés des territoires. Et je pense que c'est indispensable si on veut partager la même vision et répondre au mieux, encore une fois, aux besoins de nos adhérents et de nos sociétaires. Merci. Alors, on m'a fait signe qu'il fallait laisser le plateau. J'ai vu qu'il y avait 2 autres questions. Je propose de continuer les échanges après avec nos intervenants. Je vous remercie de votre présence. Je vous signale juste que ce débat-là, il sera retranscrit dans le supplément du mois de l'ESS, puisque l'Humanité est partenaire du mois de l'ESS depuis 4 ou 5 éditions. Ce supplément sortira à la fin du mois d'octobre et il aura pour trait l'engagement dans l'ESS. Donc voilà, le débat il sera quasiment in extenso. Donc merci beaucoup, merci à tous nos intervenants et puis restez pour le prochain débat qui s'annonce aussi passionnant.